Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Quand on parle d'égalité des chances, on évoque souvent la méritocratie, l'école, les parcours de vie. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment réussir quand on vient d'un milieu populaire ? Est-ce que ça change notre rapport au monde, aux autres, peut-être à nous-mêmes ? Et surtout, que se passe-t-il quand ce parcours nous mène à devenir magistrat, juge ? Dans cet épisode, je reçois Youssef Bader, qui est juge à Créteil, qui est l'ancien porte-parole du ministère de la Justice et surtout qui est l'auteur du livre « Pour une justice aux 1000 visages ». C'est un livre fort dans lequel il défend une vision de la justice plus représentative, plus incarnée, plus humaine. Une justice qui ressemble finalement à la société dans toute sa diversité. On a parlé ensemble de son parcours de transclasse, de la manière dont on construit ses modèles quand on n'en a pas autour de soi, de ce que ça fait de rendre la justice quand on a subi les préjugés dont les personnes qu'on juge ont souffert également. Est-ce que ça change le regard ? Est-ce que ça renforce le sentiment de responsabilité ? On a aussi parlé de la justice elle-même, de ses forces, de ses limites, de son langage parfois inaccessible, de son rôle dans la société. Parce que parler d'égalité des chances, c'est forcément parler de justice, et inversement. Vous allez voir, c'est un échange qui est riche, nuancé, humain, à l'image, je crois, de ce que Youssef défend dans son livre. Et j'espère qu'il va vous toucher autant qu'il m'a interpellé. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Youssef. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ouais, Très bien. Ouais. Il fait froid. Vous avez gardé la veste ? Ouais, j'ai gardé la veste, ouais. On est passé à l'automne là, en espace de quelques heures. Ouais. Vous avez parlé, au début de votre livre, vous parlez de solitude. Est-ce que vous pouvez me parler de cette solitude et pourquoi vous avez décidé de débuter le livre par cette idée de la solitude de la personne qui vient de la banlieue, qui vient d'un milieu qui a rien à voir de là où elle arrive ? Parce que je pense que quand on s'engage dans un cursus d'études longues, je pense que la solitude c'est un partenaire qui vous suit, dont on ne se rend pas forcément compte au départ, mais en fait on est seul dans les transports en commun la majorité du temps, on est seul quand on se rend à la gare. Moi j'avais une petite trotte à faire le matin et le soir. On est seul face à ses révisions, face à ses cours, face à ses doutes, face à ses craintes. L'université, moi j'en garde pas un souvenir d'épanouissement, alors que quand on regarde de l'extérieur, on nous vend souvent une image un peu fun de on va le sac à dos sur les épaules, on va apprendre un peu la vision américaine, je trouve, l'étudiant qui arrive sur son campus. En réalité, c'est quand même pas ça du tout. Et en fait, la solitude, elle m'a rattrapé par les étudiants qu'on accompagne quotidiennement et qui en fait sont quand même assez seuls en réalité. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'en fait cette solitude-là que j'ai connue, en fait, elle m'a rattrapé. Enfin, elle m'a jamais vraiment quitté, mais elle m'a rattrapé des années plus tard via mon activité associative. Et est-ce que vous diriez que on est encore plus seul quand on vient d'un milieu, je sais pas défavorisé, mais en tout cas qui est pas censé faire ces études-là quand on est transclasse, parce que les professeurs en particulier, vous avez un parcours scolaire un peu chaotique, on va dire ça comme ça. En dents de scie, ouais. Ils vous aident pas nécessairement. En tout cas, moi, je sais que en ce qui me concerne, qui suis transclasse aussi, mes profs, il y en a eu un en particulier, un ou deux, qui m'ont vraiment accompagné, mais les autres me disaient, vous avez aucune chance. Et il y a aussi cette solitude-là de se dire, mais attends, est-ce que vraiment c'est possible ou, enfin, je sais pas si c'est votre expérience. J'ai l'impression que oui, mais. Oui, bien sûr. C'est en fait c'est les profs, en fait, il y a de tout. Je pense que ça dépend vraiment de la manière dont on conçoit son métier. Je sais pas, en fait, si je me suis souvent posé la question, je sais pas si c'est le rôle des profs que d'essayer de susciter un intérêt pour un avenir. C'est vraiment une question qui me taraude. Est-ce que le rôle d'un prof, c'est de transmettre un cours et en fait ça s'arrête là, ou est-ce que le rôle d'un prof, c'est d'essayer de porter les élèves en dehors de sa classe et d'essayer de les accompagner le plus loin possible? Franchement, j'en sais rien du tout. Heureusement qu'il y a des profs
qui le font et qui en fait suscitent des intérêts, parfois des vocations et qui en fait tirent vers le haut certains élèves parce qu'en fait eux ils ont compris un truc que peut-être d'autres n'ont pas compris, c'est que un prof en fait qui vous dit quelque chose de positif, qui vous transmet des valeurs de réussite, de rêve et tout, en fait on a envie de travailler pour lui. On a envie de travailler à l'école, en fait. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est ça qui est, c'est fou. C'est un peu, d'ailleurs, on peut transposer ça dans plein de choses, y compris dans le monde du travail, quand on a un collègue qui s'engage, qui remonte les manches, qui en fait plus que les autres et tout. Et ben, en fait, on a envie de travailler pour lui, on a envie d'en faire 2 fois plus. Donc, ouais, de toute façon, l'école, moi, ça a pas été une révélation, clairement. C'est pas un endroit où je me suis épanoui. Ça, c'est certain. Par contre, j'ai rencontré des profs qui m'ont vraiment fait rêver, quoi. C'est qui les personnes qui, sur votre chemin, vous ont le plus aidé, vous ont fait faire des bons? Parce qu'en fait, moi, je sais que les premiers bons, c'était en première, où il y a un prof de maths, mais aussi 2 étudiants, enfin 2 potes, quoi, qui m'ont montré que c'était possible, qui m'ont expliqué que les prépas HEC existaient. Enfin, moi, j'avais aucune idée que ça existait, c'était pas du tout dans mon monde. Et du coup, qui m'ont permis de, comme ça, gravir les échelons. Et en même temps, j'avais... je me souviens très bien, du coup, en première, mais un prof de maths qui me disait, mais vous y arriverez jamais. Enfin, voilà, parce qu'en fait, je sais pas si les profs ont ce rôle de vous accompagner dans votre futur, mais en tout cas, ils ont peut-être pas ce rôle de vous décourager quand vous avez envie de faire quelque chose. Il y a des choses comme ça. Qui sont les personnes qui ont été clés dans votre parcours? En fait, les personnes qui sont clés, elles sont pour moi un peu en dehors de l'éducation nationale. Il y a des profs, évidemment, quelques-uns... Je pense à un prof en particulier. J'ai une année de première qui est vraiment chaotique, très compliquée, parce que j'ai beaucoup de colère en moi vis-à-vis d'une prof principale. Et en fait, comme je suis en pleine adolescence, en fait, au lieu de prendre du recul, ce que je suis incapable de faire, en fait, je pars au clash avec elle. Et forcément, comme elle représente le système éducatif et que moi, je suis juste l'élève, évidemment, je perds sur toute la ligne. Et en fait... à pas l'exception d'un prof d'éco droit qui va me dire des choses assez encourageantes. En réalité, je réalise des années plus tard que les gens qui m'ont beaucoup aidé, en fait, c'est ma famille, tout simplement. Voilà, c'est ma famille, c'est mes proches, c'est ce que je dis souvent à des étudiants. Jugez pas votre famille, vos parents et tout parce qu'ils ont pas fait d'études, parce qu'ils ont arrêté l'école très tôt. Parfois certains qui savent même pas lire ni écrire. En fait, vos parents, vos frères et sœurs, c'est votre plus grand soutien. Vous ne le savez même pas, mais c'est votre plus grand soutien. Quand vous êtes au pied du mur, en fait, il y a que en réalité. Mais votre famille, elle comprenait ce que vous étiez en train de faire? Non. Parce qu'en fait... pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que mes frères et sœurs, ils avaient une idée du fait, enfin, ils voyaient que je passais des années après, je passe une fois que le bac passé, quoi. Une fois le bac obtenu. Et mon objectif en terminale, c'était d'obtenir mon bac et de me barrer. Clairement. Il n'y avait pas d'autre mot. Je voulais juste me tirer de ce lycée. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai ravalé ma langue et mon ego et je me suis mis à travailler et puis à la fermer pour obtenir mon bac et pour partir. Oui, ils comprenaient ce que je faisais, année après année. Ma mère, non, à des années-lumière. Voilà, même aujourd'hui, je pense que si on lui demande c'est quoi le rôle d'un juge en France, je suis même pas sûr qu'elle soit certaine de ce que c'est. Ouais, non, pas sûr. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que vous n'êtes pas reconnaissant sur le système parce que vous critiquez l'école et en même temps, c'est ce qui vous a permis de devenir juge et de passer d'une situation X à une situation Y? Alors, on me le dit pas tout le temps, on me le dit même rarement parce qu'en fait, je pense que les gens qui m'écoutent vraiment et qui m'écoutent savent que je dis tout le temps que tout se passe à l'école. Et que l'avenir, si vous voulez réussir, c'est pas dans le rap, c'est pas dans le milieu artistique, dans le sport. Si, pourquoi pas, mais il faut vraiment être très fort. C'est ça. Parce qu'il y a très peu d'élus, mais que l'avenir, la voie royale, elle se trouve à l'école. Donc voilà. Non, je critique le fait qu'on puisse aujourd'hui, le système tel qu'il est conçu, à savoir repose exclusivement sur les notes, et qui fait que on part du principe que si vous êtes mauvais ou moyen en 6e, 5e, vous allez vous orienter vers une voie de garage, même si j'aime pas cette expression, mais vous allez vous orienter vers des manuels. C'est ce système-là que je critique. C'est ça, parce que je suis absolument convaincu qu'on peut être un élève moyen au collège et se révéler bien plus tard. Donc voilà, le problème, c'est que quand vous êtes orienté dans une voie qui ne vous intéresse pas, c'est quasiment impossible, pour pas dire tout simplement, mission impossible, de revenir en arrière. Pour des raisons tout simplement économiques et des raisons de volonté, en fait. Vous ne pouvez pas, en fait, faire machine arrière, retourner, je sais pas, moi, à 17 ans en 4e, et vous dire, en fait, non, moi, je veux aller dans seconde générale. Voilà, c'est le système
système tel qu'il est fait aujourd'hui, tel qu'il est pensé, avec lequel je suis critique parce que je pense qu'il faut l'être. Je suis assez d'accord. Moi, dans mon expérience en tout cas, mon frère, lui, il a fait un CAP, il est sorti du système en 5e. Et moi, on a voulu me sortir du système aussi. En fait, j'étais un élève assez médiocre au collège. Et bon, je me suis révélé à partir de la première. Donc bon, c'est tard. Mais en même temps, et heureusement, mes parents ont insisté pour que j'aille pas en CAP moi aussi, etc. Mais au final, c'est ce que parce qu'en fait, les profs, ils sont fatigués aussi. Ils ont beaucoup de travail, ils ont beaucoup d'élèves. Oui, bien sûr. Moi, c'est pas les profs que non, je sais, c'est le système. De toute façon, on va y revenir. Et vous en parlez dans le livre. De toute façon, donc on va y revenir et je vous ferai des références à d'autres personnes que j'ai reçues et donc pour nourrir cette conversation. Mais effectivement, je pense que l'école, la manière dont l'investissement qu'on fait dans l'école, on va dire en fait en réalité, ne permet pas à des personnes qui sont pas issus d'un certain sérail de réussir dans ce système, tout simplement. Et je crois que les personnes qui viennent d'un monde plus, je sais pas comment dire, mais en tout cas plus privilégié, ne se rendent même pas compte des bagages qu'elles ont, c'est-à-dire des rôles modèles dans la famille, mais aussi des bouquins qui sont à la maison, mais le fait de pouvoir aller au musée, parce qu'en fait les parents y vont tout simplement, d'aller au théâtre, etc. etc. Puis la confiance qu'ils ont tout simplement entre eux, qui parfois s'assimile même à de la nonchalance en fait. C'est oui, je suis pas inquiet sur l'avenir en fait, je vais réussir. La question c'est où en fait, vraiment. C'est qui ont été vos rôles modèles? C'est aussi vos profs, parce que pareil, quand on sort d'une famille comme ça, être juge, je veux dire, on n'a pas forcément de juge autour. Comment vous est venue cette idée? Cette idée, elle m'est venue par un prof. Honnêtement, elle m'est venue par un prof. Moi, j'y aurais jamais pensé. Dites-vous quand même que, et vraiment, la première des inégalités, la première des injustices pour moi, c'est celle de l'information. Oui. Celle de l'information. Franchement, on m'aurait dit en première, mais vraiment en première, j'ai des flashbacks. Parfois, je me souviens très bien de comment étaient disposées certaines classes. J'ai des souvenirs de cours d'histoire, parce que c'était tellement le néant c'était tellement compliqué. Et puis, j'ai des souvenirs très précis. Des fois, je me dis, c'est un juge, un collègue qui m'avait dit, parfois, c'est bien de se poser, de regarder dans le rétroviseur. Je regarde dans le rétroviseur et je me dis, mais si on m'avait dit à l'époque, est-ce que tu sais comment devenir magistrat en France? J'aurais dit, bah non, en fait, je sais pas, j'en sais rien. J'imagine que c'est des gens qui sont sélectionnés, triés sur le volet, ou peut-être élus plus tard, quand ils sont en fin de vie, en fin de carrière. Et puis, on les met dans un tribunal, et puis ils rendent la justice avec un marteau. Enfin, des trucs à des années-lumière de l'image, de la figure du juge. Et vraiment, la première des injustices, c'est celle de l'information, parce que je suis quand même en fin de cursus, donc 4e année de droit, donc il reste une année après, quoi. C'est l'équivalent aujourd'hui du Master 2, ce qu'on appelait avant le DEA ou le DESS, et c'est là où un prof me dit, mais tu veux pas être magistrat, toi, franchement, je pense que tu as le potentiel pour, et tout, et je me dis, mais tu te rends compte que tu n'avais même pas idée à l'époque de ce qu'il fallait faire. On est en 2004, donc j'ai 23 ans. C'est hyper tard. Ouais. Quand je pense la majorité de mes camarades de promo avaient peut-être, sûrement, ce projet dans la tête depuis des années, depuis très longtemps déjà, quoi. Et du coup, les rôles modèles, c'est vraiment ce prof? Non, parce que c'est pas vraiment un rôle modèle. Ouais, c'est pas un vrai rôle modèle. C'est, on va dire, je pense qu'il y a pas de hasard dans la vie. Je suis convaincu de ça. Et je pense que c'est vraiment des rencontres, en fait, des rencontres décisives. Et ça a un côté un peu, moi, je trouve un peu effrayant, vraiment un peu inquiet. Enfin, ouais, un peu effrayant, je trouve, parce que on se dit, mais ça tient à quoi, en fait, une trajectoire de vie, en fait, ça tient à rien du tout, ça tient à une discussion à la fin d'un amphithéâtre, et je me dis ouais, c'est ça qui est fou et qui est à la fois beau aussi, c'est de se dire que parfois il suffit d'une rencontre comme ça pour que quelqu'un vous mette un projet dans la tête et vous vous dites si je l'avais pas rencontré, ou même mieux que ça, je vous dis honnêtement, si j'avais séché ce cours en fait d'amphi, si j'étais juste pas venu ce matin, si je m'étais pas réveillé ce matin-là et tout, voilà, bon, ça fait. Qu'est-ce que vous pensez je sais que vous citez Annie Ernaux dans le livre, des transclasses et de la possibilité que donne l'école française de transcender les classes sociales, justement. Je pense que c'est compliqué, parce que je pense que c'est très compliqué. Je suis pas sûr que ce soit l'école qui puisse donner ça. Je pense que l'école, elle est là pour donner des bases à des élèves, des bases qui ensuite
peuvent être améliorés, enrichis avec ce que vous allez apporter dans votre environnement personnel quotidiennement. L'école, elle est là pour donner vraiment, j'allais dire, le carcan, le squelette, quoi. Le squelette. Après, on se rend compte que pour certains, le squelette, il est pas complet. Pour X ou Y raison qu'on pourrait prendre des heures à développer. Mais par contre, sur la possibilité, comme dirait l'OCDE, de permettre à des élèves, de milieux pauvres d'accéder à une classe moyenne, on voit bien que il y a des manquements et il y a des choses qui manquent à beaucoup d'étages. Et ça, je pense qu'en fait, c'est pas que le rôle de l'école. Je pense que il y a trop de paramètres, en fait, trop de paramètres économiques, sociaux, comme la question du logement, la question de la culture, la question de l'endroit où on habite, la question du temps de trajet. Il y a trop de paramètres qui font que l'école aujourd'hui, elle ne peut pas permettre à des élèves issus de milieux pauvres, quoi, issus de milieux pauvres, d'accéder à des études longues. Ça, c'est clair et net. Et je suis même pas certain que ce soit le rôle de l'école, en fait, de le faire. Ça serait le rôle de qui, sinon? C'est le rôle du politique, en fait. C'est aux politiques, en fait, de donner aujourd'hui, de réfléchir à un système plus juste, de se rendre compte que tout ne repose pas que sur l'école, et de mettre en place des moyens. À ce niveau-là, c'est interministériel, en fait. Mais peut-être ils devraient investir dans l'école, tout simplement, parce qu'ils l'ont pas fait. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, moi, je reprends la phrase du président de la République en 2024. Voilà, il a été élu notamment sur la question de l'assignation à résidence. Il reconnaît lui-même que rien n'a été fait là-dessus. Mais parce que je pense que le chantier, il est colossal. Et je vais vous dire, même si on décidait aujourd'hui de mettre ce chantier-là sur le haut de la pile, de toute façon, les effets, je pense vraiment, les effets, ils se mesurent à 10 ou 15 ans. Oui, bien sûr. Parce que c'est toute une génération, des générations entières. Mais moi, quand je vois au tribunal, je peux même pas dire l'immense majorité, c'est l'intégralité des prévenus qui ont un niveau scolaire qui est quasiment égal à 0, en fait. Qui ont tous été frappés par le décrochage scolaire. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'empêche que on se rend compte que, et c'est pas le rôle de l'école, en réalité, que le rôle de l'école. C'est qu'on se rend compte que l'école, elle ne fait pas rêver, ou elle ne fait plus rêver, je sais même pas si ça a été le cas, et qu'en fait, l'école est incapable de retenir une partie de sa jeunesse, en fait. Mais est-ce que c'est pas lié à un système? Je vais faire référence à plusieurs épisodes que j'ai enregistrés. Le premier, c'est avec Antoine Fouché, qui a écrit ce livre qui s'appelle En finir avec le travail qui paye plus, qui montre à quel point le système est complètement cassé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, j'ai lu son livre, en fait. Ouais. Non, je parlais aux éditeurs. Ah, okay, pardon. non, pas à vous. Mais je parlais plutôt aux personnes qui nous écoutent, mais ils peuvent aller lire le livre. Mais il est très bien son livre. Son livre est super. Par ailleurs, il est basé sur beaucoup de chiffres. Et en fait, il explique bien à quel point le système est complètement cassé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, en fait, il y a de moins en moins de classes moyennes. Les gens sont complètement crachés par le système. On peut plus améliorer sa qualité de vie en travaillant. Donc, à quoi bon travailler? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est David Baverès, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre économique, Bienvenue en guerre économique, et qui lui-même qui est un investisseur, qui vit à Hong Kong, donc mec clairement de droite, etc. Et j'ai absolument aucun souci avec ça, mais qui dit, en fait, un système dans lequel on a des milliardaires qui accumulent une fortune colossale, qui s'achètent tous les Champs-Élysées, mais pour que derrière, il y ait, entre guillemets, des jeunes qui viennent tout casser parce qu'en fait, ils n'ont pas fait d'études et qui sont complètement lâchés par le système, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, en fait, on a tous intérêt à ce que tout le monde progresse en même temps. Et puis, il y a ce livre que vous connaissez ici, qui vient de sortir, et je vais faire un épisode bientôt, cet après-midi d'ailleurs, qui s'appelle Le Grand Détournement, où on voit qu'on donne de l'argent énormément aux entreprises, donc 250 milliards d'euros tous les ans, sans contrepartie, sans pouvoir flécher cet argent. Et on voit bien qu'il y a un souci dans le système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un manque de leadership politique. Ça veut pas dire que les entreprises, elles ont pas besoin d'argent. Ça veut juste dire, peut-être que c'est pas il y a un manque de stratégie, quoi, tout simplement. Et c'est là où je vous rejoins sur le problème de l'école. Parce qu'en fait, c'est complètement laissé à l'abandon d'une certaine manière. Et puis, mais franchement, c'est laissé à l'abandon, j'allais dire, au sens propre du terme, en fait. Il y a qu'à voir l'état, en fait, physique,
bâtimentaire des écoles ou même des universités. Et j'ai le souvenir, j'ai le souvenir il y a 20 ans, mais mon prof qui m'a beaucoup aidé, qui m'a mis ce projet dans la tête et qui m'a accompagné, il disait toujours cette phrase, je sais pas s'il s'en souvient, il faudrait que je lui redemande un jour, mais il nous disait toujours, regardez, et des fois on était en cours, au début du cours, il nous disait, regardez l'endroit où vous étudiez, regardez l'amphithéâtre, et il disait, l'université c'est le quart-monde. Et en fait, c'est vrai. En fait, déjà, pour donner envie à des étudiants de venir étudier, il faut déjà être en capacité de les accueillir dans des endroits qui sont juste propres et qui donnent envie d'étudier dedans. Franchement, honnêtement, quand on va étudier, moi je parle de la fac de Villetaneuse, quand on va étudier à la fac de Villetaneuse, moi j'adore cette fac, j'adore ce lieu, j'aime tout là-bas, mais faut vraiment avoir envie d'y aller quand même. Faut vraiment avoir envie d'y aller. Pour moi, c'est un prolongement de la banlieue. Elle est riche de par sa culture, de par son histoire et tout. J'adore cette université. Mais franchement, on pourrait juste faire un effort pour accueillir aussi des étudiants. Et moi, je n'aime pas du tout. Franchement, à l'association, je suis le premier, et les bénévoles vous le direz, je suis le premier à être dur avec les étudiants sur les formules de politesse, sur la façon dont on s'adresse aux gens, sur la façon de se présenter et tout ça. Néanmoins, je pense qu'il faut arrêter de dire aussi aux étudiants, écoutez, remontez-vous les manches. Quand on veut, on peut. Au bout d'un moment, vous bougez et tout. C'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire à celui qui habite à Crépy-en-Valois ou celui qui habite à Senlis, qui va tous les jours faire 2 heures de trajet, qui travaille le week-end dans un parc d'attractions et tout. Il faut arrêter de lui dire qu'il faut qu'il fasse plus d'efforts et qu'il saute un repas sur 2. Il faut arrêter avec ça, en fait. Et c'est sûr que quand on voit, je sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer à Louis-le-Grand ou à Henri IV, j'ai jamais été. C'est magnifique. J'ai été à la Sorbonne, j'avais déjà une idée de ce que c'était. C'est tellement beau. C'est un vieux bâtiment. Je dis pas que j'ai jamais été dans les classes de cours, donc je sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais le bâtiment en lui-même, c'est magnifique. Alors je parle de 2 lycées parisiens, voilà, mais c'est sûr que ça donne envie d'y aller, quoi. C'est incomparable avec le lycée dans lequel j'étais, qui était une sorte de truc, on était, je sais plus combien, 3500 étudiants. Ça a rien à voir. Mais non, mais de toute façon, c'est marrant, mon petit frère, il est passé, il y a quelques jours devant mon lycée, mon ancien lycée à Cergy, et il m'a envoyé une vidéo, sur WhatsApp, et il me dit, regarde comment ça a pas changé. C'était Alfred Kastler à Cergy. J'ai fait ma prépa là-bas. C'est vrai? Et ben, Alfred Kastler, entre 97 et 99 où j'y étais, les 3 années. J'y étais moi aussi. Enfin, je veux dire. Ah non, 95, 97, j'ai fait. 95, voilà. Franchement, faut voir l'état du lycée, qui quand même pas envie d'y étudier. Il me montrait une vidéo en me disant, regarde comment c'est délabré, regarde l'état du lycée et tout ça. À l'époque, il y avait pas de grille et tout. Il y avait parfois des gens qui venaient faire du quad dans la cour de récréation, il y avait des gens qui passaient en bécane de cross et tout, et je me dis, mais franchement, c'était un prolongement du quartier d'à côté. Ouais, complètement. Complètement. Moi, j'étais déjà un râle de laboratoire à ce moment-là, donc j'étais en train d'étudier je me souviens pas des quads, mais j'étais dans le même lycée. J'ai passé 2 ans là-bas, un tout petit peu avant. Moi, le seul bon souvenir que j'en garde, honnêtement, à l'exception de quelques profs que j'aimais profondément, c'était le stade des Maradas en face. On faisait de l'athlé et du sport et où j'adorais courir, et voilà, franchement, c'est le seul souvenir. Et vous avez été confronté au racisme des professeurs? Franchement, c'est ce qui a causé mes difficultés en première. Voilà, c'est ce qui a causé mes difficultés en première. J'ai énormément de défauts, honnêtement, comme tout le monde, mais il y a un truc que je me reconnais, j'ai toujours senti les trucs. J'ai senti dès le premier jour avec une prof principale que ça allait pas le faire. J'ai senti dès le prof principal, on peut appeler ça comme on veut. On peut me dire ce qu'on veut il faut respecter l'autorité des profs, absolument, c'est les valeurs que mes parents m'ont appris, c'est ce que je dis à tout le monde, absolument. Mais quand un prof vous dit, regardez la belle brochette d'élèves en parlant de ceux qui sont d'origine maghrébine ou africaine. Quand on dit de toute façon, s'il se passe quelque chose dans la classe, faut pas chercher bien loin, faut regarder ces gens-là en nous montrant du doigt. Quand elle nous dit, quand elle nous stigmatise en nous disant c'est peut-être comme ça que ça se passe chez vous, dans votre culture, mais pas ici et tout ça. Bon, moi je veux bien, on peut retourner le sujet dans tous les sens, mais j'appelle ça du racisme et de la stigmatisation. Quand vous répondez vous levez la main, qu'on vous donne pas la main, qu'on on laisse toujours les mêmes répondre, quand vous répondez à peu près juste, elle vous dit oui, c'est très bien, mais qui t'a soufflé la réponse avec un petit rire et tout ça. Bon,
Oui, oui, voilà. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'ai été confronté à ça en première. Et des fois, je regardais mes camarades, je disais, mais vous vous rendez compte de ce qu'elle nous raconte? Vous vous rendez compte de ce qu'elle nous dit? Ça vous émeut pas et tout ça? Donc voilà. Oui, bien sûr. Mais même encore aujourd'hui, c'est, je sais pas si c'est du racisme ordinaire ou de la maladresse, mais faites l'expérience, en fait. Faites l'expérience, vous rentrez dans un centre commercial, voilà, vous avez le vigile qui vous toise, qui vous regarde, et tout ça, voilà, c'est... Et le racisme ordinaire, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, quand vous allez au tribunal, habillé de manière civile, je crois, et vous faites arrêter... Ouais, vous allez visiter les locaux de garde à vue, on vous dit, vous n'êtes pas magistrat, vous montrez votre carte, non, on appelle au tribunal pour vérifier, vous traversez un couloir sécurisé à Paris, parce que vous allez déjeuner avec un collègue, on vous dit, vous faites quoi ici, vous, et tout, on vous demande à quelle heure vous êtes convoqué, bien sûr, c'est parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, le prévenu, il est noir et arabe, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que, alors pour faire l'avocat du diable, est-ce que c'est pas aussi la réalité d'une certaine manière? Après, on peut parler des causes pour lesquelles c'est la réalité, mais est-ce que c'est pas la réalité que la majorité des personnes qui sont prévenues sont effectivement d'origine noire et arabe? Mais c'est pour ça que je vous dis que du coup il faut inverser la tendance en fait. Il faut inverser la tendance. Alors effectivement, ce que vous dites, c'est qu'après il y a beaucoup de choses qui pourraient l'expliquer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait non mais tu voulais discuter. En parler, hein. mais après à ce moment-là, c'est pour ça que je dis il faut inverser la tendance. Mais après à tous les étages. Je dis souvent aux jeunes, je leur dis souvent aux étudiants, aux jeunes qui viennent au tribunal. J'accueille beaucoup de classes avec des associations qui viennent découvrir le système judiciaire. Je leur dis, au lieu de critiquer le système judiciaire, venez en faire partie. Venez en faire partie et après vous pourrez émettre des critiques en disant bah si je trouve que la justice elle est trop ci, elle est trop ça, elle est raciste, elle est ça, ce qu'ils me disent tout le temps les gamins de banlieue. Je leur dis venez l'exercer, engagez-vous dans des études longues, allez faire des études de droit, venez rendre la justice et à ce moment-là après on pourra discuter au lieu d'être à l'extérieur du système et dire oui le système il est trop ci, il est trop ça. Venez l'exercer et à ce moment-là et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis que même si on décidait de se remonter les manches aujourd'hui, de toute façon, les fruits, on les récolterait dans 15 ou 20 ans. Ah oui, il y a 15 ou 20 ans de choses en arrière qui n'ont pas été faites, en fait. Et en fait, on prend des exemples, de minorités parce qu'ils sont voilà, il faut le dire, oui, de arabes ou noirs de peau, on les fait monter par exemple en politique ou ailleurs et on dit bah regardez, j'ai donné et tout, mais ça c'est du vent, c'est ça. Anecdotique. Ça c'est du vent, ça. C'est pas systémique. Voilà, exactement, ça c'est du vent, c'est déjà que vont faire ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et ensuite, comme m'avait dit le chercheur en fait, on te met en avant mais tu es l'arabe qui cache la forêt, c'est aussi voilà. Ouais, j'aime bien cette phrase. Par contre, ce qui a bougé de manière systémique, ce que vous dites dans le livre, c'est que ça s'est féminisé. La magistrature, ouais, beaucoup. Bah, en fait, je pense que c'est juste une continuation de ce qu'il y a dans les facs de droit, en fait, tout simplement. Alors, ça s'est féminisé. Il y a encore du boulot à faire sur les postes à responsabilité. D'accord. Mais oui, les promotions de magistrates sont, ce qui d'ailleurs pose un vrai sujet aussi, inversement aussi. Je sais que la magistrature, je sais que la chancellerie réfléchit, ou en tout cas a réfléchi à l'époque où j'étais au cabinet de Nicole Belloubet, à aussi comment attirer aussi plus de garçons. Mais en réalité, c'est une continuation, tout simplement logique en fait, des études de droit. Si vous allez dans un amphithéâtre aujourd'hui de droit, je sais pas, à partir de la L2, L3 ou M1, il y a quand même une immense majorité de filles, donc c'est logique aussi que ça se retrouve. D'accord. Oui. Donc en fait, quelque part, c'est en train de se retourner, c'est-à-dire que la justice va être majoritairement féminine. Elle est déjà, elle est en grande partie féminine. Les promotions de l'école de la magistrature sont à plus de 70%. D'accord. Ouais. Ouais, effectivement. Mais par contre, après, ce que vous dites, c'est que dans les postes à responsabilité, il y a encore des efforts, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup. C'est un sujet qui est traité par pas mal de mes collègues et les postes à responsabilité sont de plus en plus accessibles et heureusement à des femmes, mais je crois qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Ouais. D'accord, mais ça va changer aussi un certain sans doute de règlement de loi sur les viols, sur tous ces sujets-là. Je pense que tout le monde est conscient de l'impératif et de la nécessité depuis quand même pas mal d'années. D'accord. Vraiment, ça pour le coup, je pense que c'est pas du tout une question d'être un homme ou une femme. Voilà, non, la question c'est plutôt les moyens qu'on peut y mettre en fait, les moyens qu'on peut y mettre. C'est quoi l'état de la justice aujourd'hui, de votre point de vue ? C'est une bonne question. Alors, je vais vous faire une réponse en vous disant, pour être le plus honnête possible et le plus clair possible, je vous dirais que ces dernières années, on a beaucoup parlé des moyens qui ont été mis
moi, je dois vous dire que dans mon quotidien, je vois pas grand-chose de changer. Voilà, je vais être honnête, je travaille toujours autant. J'ai toujours autant de charges et je travaille beaucoup le week-end aussi, donc ça empiète forcément sur. Alors c'est pas pour dégoûter les jeunes générations, mais il y a beaucoup de choses que je suis obligé de rattraper le week-end parce que j'ai pas le temps la semaine. Il y a encore beaucoup d'audiences tardives, donc je vous dirais que en fait je pense qu'on paye aussi les 40 ou 50 ans d'années où on a quand même eu des budgets très 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 réduits, quoi. Comment ça se fait qu'on a réduit les budgets de la justice dans un pays où on nous parle d'insécurité en permanence? Franchement, il faut demander ça aux politiques, honnêtement. Franchement, il faut demander ça aux politiques qui ont été en responsabilité pendant 20 ans. Vraiment, c'est à eux qu'il faut demander ça parce que moi, la réponse, je l'ai pas. Je sais juste que mes collègues travaillent beaucoup et que quand vous prenez une audience à 13 heures, je trouve anormal de juger quelqu'un après 22 heures. Vous n'êtes plus en état physiquement. Et puis pour la personne qui a attendu toute la journée, parfois qui a attendu toute la nuit au tribunal, d'être jugée ou sa famille, je trouve que c'est pas correct. Bah oui, dans la 7 ou 8e puissance mondiale, je trouve que c'est pas des manières de juger les gens correctement, quoi. Il faut qu'on puisse y consacrer du temps et ça rejaillit sur tout, en fait. Ça rejaillit sur la qualité de la justice et tout, alors que nous on a fait ce métier-là parce qu'on a envie de juger les gens dans des conditions correctes, quoi. C'est vrai que il y a un livre aussi que j'ai reçu, j'ai pas reçu le livre, j'ai reçu Olivier Sibony qui parle du processus de décision et qui montre que la justice, en fonction de ce qui se passe dans la vie du juge, en fait, elle est pas rendue de la même manière, tout simplement. Et donc, quand il est fatigué, quand il est perturbé, et là, on pourrait rentrer sur des discussions sur l'intelligence artificielle. Je pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est sûr que quand on vous met dans des conditions aussi difficiles en tant que juge, c'est très dur de rendre la justice de manière partiale. On essaye, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, l'avantage quand on est, en tout cas au poste qui est le mien, c'est qu'on oublie souvent. Moi, je préside la chambre, mais j'ai 2 collègues qui ont un poids tout aussi important que moi. Donc la décision, on est 3 à la rendre. Alors, s'il est 22 heures, on est 3 à être fatigué. Ça, c'est clair et net. Il y a pas de, je veux dire, c'est physiologique. Il y a pas de difficulté là-dessus. Le fait qu'on soit 3, c'est important aussi parce que ça permet aussi d'avoir une pluralité d'avis et que ça repose pas sur une seule et même personne. Mais par contre, il est évident que oui, la manière dont vous allez juger un dossier, par exemple, qui va vous lourd avec des faits très graves, ça va puiser dans vos réserves, en fait, ça va puiser dans vos. Donc il va de soi que si vous commencez une audience à 13h ou 13h30, que vous avez fini de juger un premier dossier, je sais pas, vers 18h30, et qu'il faut enchaîner, ce qui arrive régulièrement, tout le temps, avec un autre dossier, il va de soi qu'évidemment que vous n'avez pas du tout la même fraîcheur. Je veux dire, ça c'est juste une évidence. Et ensuite il y a un deuxième point, mais je pense que c'est peut-être plus dur quand on est jeune, quand on commence, les critiques, ce qu'on reçoit médiatiquement et tout ça. Moi, aujourd'hui, après 15 ans, franchement, je prends du recul, j'y accorde même pas de crédit. Je dis aux gens, voulez-vous faire votre avis? Venez au tribunal. Les audiences non abominées sont pleines. Je ne cesse de dire à mes collègues, regardez les gens qui sont dans le public. Quand on dit on rend la justice au nom du peuple français, regardez. Il faut que ce soir, quand ils repartent chez eux, ils se disent, franchement, ce que j'ai vu, ça m'a rassuré. Je suis plutôt... j'ai trouvé ça, voilà, il faut que les gens soient rassurés parce que c'est pour eux. Et il leur dit tout le temps, n'oubliez jamais qu'on y regarder et scruter. Il y a rendre la justice au tribunal et rendre la justice sur son canapé ou sur un plateau télé. Voilà, c'est le jour et la nuit. Est-ce que pour bien rendre la justice, la magistrature devrait être représentative de la population française? Je veux dire, déjà en termes de pourcentage d'immigrés, mais aussi de femmes... plus représentatif, en fait, simplement. Moi, je pense que c'est mathématique, j'allais dire, en tout cas, en miroir, quoi. On rend la justice au nom du peuple français, qui est le peuple français qui peut avoir accès à ses fonctions. Vraiment, c'est ce que je me dis, c'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment un raisonnement, mais simple et basique, en disant, à ce moment-là, il faut qu'il y ait tout le monde, j'entends évidemment les gens qui souhaitent faire des études de droit, hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher les gens dans la rue en leur disant, cela dit, quoique les jurés de la cour d'assises, c'est ça. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette juridiction est aussi défendue et aussi précieuse, parce que c'est l'émanation vraiment de la démocratie et c'est le pouvoir du peuple, quoi. Enfin, c'est la justice rendue par le peuple. Et moi, je dis juste, qui a accès à ces fonctions-là? Et l'idée de ce livre, c'est aussi le livre sorti sur la sociologie de la magistrature en 2019 à l'étude, et où je me dis, et je l'avais constaté à 15 ans dans ma promotion, et je me dis, mais c'est fou à quel point
c'est qu'il y a quand même une reproduction sociale. Et ça dit beaucoup de l'école et de l'université, en fait. Vous vous rendez compte que les études de droit, il y a quand même énormément d'étudiants chaque année, des milliers d'étudiants qui s'inscrivent. Regardez ensuite qui arrive en L2, en L3, déjà l'écrémage il est énorme. Ensuite en M1, M2, je parle même pas du sujet de la sélection en M1 qui est une catastrophe pour beaucoup d'étudiants qui sont volontaires, bons, parfois très bons, et qui se retrouvent collés au mur parce qu'ils n'ont pas accès à un Master 1. Et ensuite regardez qui peut accéder à des fonctions de juge. Et moi je trouve que ça dit beaucoup d'un système sur sa notion d'égalité, parce qu'en fait pour moi, qu'on arrive aujourd'hui à plus ou moins corriger en faisant accéder des gens dans la magistrature ou à l'ENEM par des voies complémentaires, par des sélections, par du recrutement sur titre et tout, soit. Mais moi, je trouve qu'on mesure la justice d'un système, j'entends la justice au sens égalité, sur la voie républicaine, la voie royale, l'accès au concours. Qui, à l'issue de ses études, peut se dire, je présente un concours, je suis en concurrence avec tout le monde, et on se rend compte qu'il y a, allez, franchement, je vais être 60-40. 60% de fils de cadres, de trucs et tout, et 40% d'enfants et tout. Franchement, aujourd'hui, on en est quand même très J'ai loin. aucune idée des chiffres. Bah, les chiffres, je les reprends dans mon livre. Oui. C'est sur les professions, là, il y a encore 1 ou 2 ans d'enfants, d'ouvriers, d'agriculteurs, vraiment on est à 4%. Ouais, c'est ridicule. 4%, l'ENA, l'ancienne ENA, l'INSP, c'est pareil. Dans toutes les grandes écoles, c'est pareil. Et on est à plus de 70% d'enfants de cadres, de professions aisées, ouais, de CSP+, quoi. Une question que je me posais, c'est, en fait, en lisant le livre, je me suis dit, mais pour qui il l'écrit, en fait? Je me suis posé la question de savoir, est-ce que le but, c'est de toucher des personnes qui sont racisées, minorées socialement, pour leur donner envie et leur montrer que c'est possible? Est-ce que le but, c'est de parler aux personnes qui travaillent dans le milieu de la justice ou aux politiques pour leur montrer que le système est défaillant? J'étais pas certain de... Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup après maintenant 3 semaines de sortie, j'ai beaucoup de retours, et il y a vraiment... Moi, je l'ai écrit pour une catégorie de personnes, mais les retours que j'ai, c'est pas pour ces personnes-là. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit et j'avais peur qu'il soit très dur. Alors on m'a dit, c'est un constat quand même qui est rude, quoi, et tout, mais franchement, je l'ai écrit pour les étudiants. Les étudiants en droit ou les autres, mais pour qu'ils se disent, ok, en fait, on est aujourd'hui dans un pays qui est quand même exceptionnel, en fait. On peut le dire ce qu'on veut, mais moi, j'adore la France, en fait. On le dit pas souvent. Et c'est aussi pour ça que ce livre, il existe, et c'est aussi pour ça que je suis dur avec ce système. Moi, je suis né ici, je suis français, et je dois tout à ce pays. Il m'a pas épargné. Voilà, mais je lui dois beaucoup, en fait. Et je l'ai lu, je l'ai écrit pour que des étudiants qui le lisent se disent, ok, on est à 2 ans d'un avenir politique totalement incertain. En fait, j'ai mon rôle à jouer sur mes études. Pour moi, j'aurais réussi si à la fin du livre, l'étudiant, il se dit, ok, c'est compliqué. Le système, il est très compliqué. C'est compliqué de faire sa place, mais je vais aller jusqu'au bout. Je vais le faire. Je vais le faire. Il faut que je le fasse. En fait, c'est même pas, je vais le faire, c'est il faut que je le fasse. Quelles que soient les embûches, il faut que je le fasse. Et en fait, tous les retours que j'ai, c'est que des gens qui me disent, j'espère que les politiques, ils le liront. J'espère qu'un tel le lira. J'espère que oui. Et c'est marrant parce que j'ai échangé avec une journaliste il y a quelques jours et elle me disait, les politiques vous ont contacté? Ah, bon, force est de constater que je lui ai dit que non. Je pense que peut-être qu'ils ont d'autres priorités, j'imagine. Même si je pense que la priorité de l'avenir de notre jeunesse en est, à mon avis, une. Mais voilà. Mais c'est les retours que j'ai. Beaucoup de gens me disent ça. Si on parle aux étudiants, une chose que vous relevez dans le livre, c'est que votre impertinence, ça vous a beaucoup aidé. J'aimerais parler du rôle de l'impertinence. Bah, en fait, l'impertinence, ouais, ou la répartie, je pense que ça aide. Je pense que ça aide dans la vie de tous les jours, et je pense que ça aide n'importe qui. À l'école, je pense que c'est mal vu. C'est mal vu parce que forcément, faut pas. Ça peut être vu comme venant percuter l'autorité du prof, et je comprends parfaitement. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, être capable de répondre, mais j'allais pas dire tenir tête parce qu'on a l'impression qu'on est un peu dans le tort quand on dit ça, mais à une administration, à un système qui parfois veut vous mettre la tête sous l'eau, je pense que c'est hyper important. Et parfois, je pense qu'au tribunal, face à certains qui le sont aussi, je trouve que c'est bien aussi parfois de leur répondre et de leur dire, écoute, en fait, peut-être que ça marche à l'extérieur, mais pas ici. Voilà. Pas dans cette salle d'audience, en tout cas pas avec moi. D'ailleurs,
une des questions que je me posais, on m'a fait la remarque, 2 personnes en particulier, un avocat et une magistrate, que la justice était partie, ou la magistrature était partie beaucoup trop à gauche, beaucoup trop dans le wokisme, avec des guillemets. Et deux questions. La première, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on vous reproche parfois d'être trop laxiste avec des personnes qui sont justement minorées socialement? Alors, c'est drôle parce que je pense que les gens qui assistent à mes audiences ou les partenaires, les avocats et tout ça que je croise quotidiennement, je pense que si vous leur demandez, je pense qu'ils vous diront l'inverse, peut-être. Enfin, pas la sévérité, mais je pense qu'ils vous diront pas ça. Donc ça tue, si vous voulez. À partir du moment où les audiences sont publiques, moi je suis très transparent. Je juge un dossier avec mes collègues par rapport aux faits et à la personnalité d'une personne. Bon. Le wokisme, je vais vous être honnête avec vous, je sais même pas ce que c'est. Voilà. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà. Moi, je sais pas ce que c'est. La première fois que j'ai entendu quelqu'un se faire traiter de wokiste ou être trop woke, honnêtement, la première chose à laquelle ça me fait penser, moi, c'était un plat dans un restaurant thaïlandais, je pense. Voilà, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, mais de quoi il me parle en fait? Ensuite, sur la magistrature à gauche, en fait, je sais même pas quoi répondre, parce que du coup, si je suis le raisonnement, ça veut dire que la justice est trop laxiste, c'est ça? Mais en fait... Trop laxiste avec certains et trop dur avec d'autres. Bah ouais, enfin, je vous dirais, regardez l'état des prisons, regardez l'état, c'est les chiffres, en fait, vous savez, on dit souvent les hommes mentent, mais pas les chiffres. Regardez combien ça a été écrit, documenté, les peines n'ont jamais été aussi lourdes, elles n'ont jamais été aussi sévères que ces dernières années, donc tous les chiffres démontrent que c'est faux. Tous les chiffres démontrent que c'est faux. Moi, personnellement, si on me demande mon avis, je suis pas syndiqué. Je l'ai jamais été. Moi, je suis collègue, ils ont le droit de l'être. Il y a aucun problème là-dessus. J'ai aucune carte de membre dans aucun parti politique. Moi, je suis juge à temps plein. Voilà. J'ai fait mon boulot de juge. Et voilà. Je me pose pas la question de savoir il est à droite, il est à gauche. Je regarde juste des faits et une personnalité. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que quand on est à court d'arguments, voilà, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. Et donc, du coup, on va vous dire, la justice est trop à gauche, la justice est trop, à droite, voilà, il faut en finir avec les opinions politiques. Moi, j'ai aucune opinion politique sur quoi que ce soit. J'essaie de rendre la justice quotidiennement du mieux que je peux, et franchement, je me pose aucune question. Enfin, il y a rien qui rentre dans ma tête qui a une considération de nature politique, quoi. Voilà. Et la question associée, parce que en fait, enfin, j'ai évidemment cette chance de jamais aller en prison, et quand on entend des chiffres, et vous le savez sans doute, les chiffres, ça parle à personne, en fait. C'est-à-dire que ça parle, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui parle, c'est l'expérience d'une personne en particulier. C'est typiquement ce film dont j'ai perdu le nom, qui est Livreur Uber, et on suit sa vie de livreur Uber. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais... et là, c'est l'histoire de Suleiman. Voilà, l'histoire de Suleiman. Où on comprend, du coup, la difficulté de ce garçon, Suleiman, parce qu'on rentre dans sa vie à lui. Mais quand on vous dit être livreur Uber ou je sais pas quelle société, c'est hyper dur. Et regardez les chiffres, ils ont du mal à s'en sortir, etc. Les gens disent ouais, mais bon, peut-être qu'ils grugent par-ci par-là. En plus, ils respectent pas les feux rouges, ils conduisent comme des malades. Voilà, on va rester sur des choses dans notre quotidien à nous, et on va avoir du mal à se connecter à son quotidien à lui. Et je pense que pour ce qui concerne les prisons, il y a peut-être aussi cette réalité, c'est qu'on a cette idée que les personnes en prison ils ont la télé, ils sont dans des conditions qui sont franchement acceptables, et que on pourrait être beaucoup plus dur, ils pourraient faire des travaux d'intérêt généraux, etc., etc. On pourrait les utiliser pour faire ci, pour faire ça, etc. Et en fait, on n'a aucune idée de déjà ça existe, et que deux, les conditions sont super difficiles en réalité. On cesse d'être alertés sur l'état de surpopulation. Ils sont 3, 4 par cellule, des petites cellules. Moi, je dis pas qu'il faut, j'ai pas à avoir d'avis en fait dessus. Moi, je fais mon rôle de juge, et après voilà, avec des matelas au sol et tout. C'est juste que je me dis souvent, on a tellement besoin parfois de cohésion sociale, d'un meilleur avenir pour nos jeunes et tout, que de toute façon ils vont sortir de prison. Et je me dis en fait, souvent, c'est quand je vois le peu d'activité qu'il y a en détention, parce qu'on peut pas en proposer à tout le monde, quand je vois la perte de temps que c'est aussi pour eux, je me dis,
est-ce qu'il faut pas aussi parfois réfléchir différemment? Bien sûr qu'il y a des gens qui sont dangereux, ça c'est vrai, ça c'est évident. Il y a des gens parfois qu'il faut mettre en prison pour un souci de protection, et ça je pense que la justice, enfin c'est pas je pense, la justice le fait en fait. Mais parfois je peux pas empêcher quand je vois des prévenus au tribunal de me dire c'est pour lui c'est une perte de temps, c'est un gâchis en fait, c'est un gâchis par rapport à la façon dont il s'exprime, à ce qu'il fait et tout ça. Et je me dis mais en fait, il faut aussi réfléchir parce que ça fait partie de la peine en fait. C'est pas nous qui votons les lois en fait, c'est les députés, c'est nos élus qui votent les lois. La peine est là pour sanctionner, mais elle est là aussi pour favoriser la réinsertion. Quand je vois l'état des prisons parfois, je me dis mais comment est-ce qu'on favorise la réinsertion quand il y a aucune activité en détention? Et ça serait, enfin, il y a il me semble, mais alors c'est vous qui connaissez mieux le sujet que moi forcément, des personnes en prison qui ont des activités qui font, et d'ailleurs c'est facturé, il y a pas mal d'entreprises qui font ça, qui utilisent des services en prison pour, j'en sais rien, faire des paquets, ça existe. Ouais, ça. ça existe, ouais. Pourquoi on fait pas des travaux d'intérêt généraux pour les personnes qui sont en prison par exemple? Parce que Mais pour leur ça donner une existe. activité. Mais ça existe. Ouais. Mais c'est comme les travaux d'intérêt généraux à l'extérieur en fait. Ça existe, mais c'est peu prononcé. Vous savez, après ça dépend aussi ça dépend aussi, ça repose aussi sur le bon vouloir aussi de la personne, et puis ça repose aussi sur les activités qu'on est en capacité de proposer. Mais il y a quand même maintenant, je dirais 5 ou 6 ans, il y a quand même une agence nationale en fait, l'agence nationale des tiges, donc des travaux d'intérêt généraux, qui existe aussi, et qui permet aussi de rendre utile. Après, vous savez que les travaux d'intérêt généraux, il faut aussi l'accord de la personne. Vous lui demandez ce qu'elle accepterait, bon, parfois elle accepte pas aussi de le faire, elle préfère faire sa peine ou faire autre chose parce que travailler gratuitement pour l'activité, c'est pas quelque chose qui l'attire, mais oui, après ce qu'on constate aussi, c'est que pour une partie une partie des prévenus, il y a quand même un sujet sur qu'est-ce qui les a amenés ici en fait. Qu'est-ce qui les a amenés ici? Vous savez, quand on discute avec des prévenus, quand on leur pose des questions sur comment ils voient leur avenir et tout, parfois je suis frappé même souvent d'ailleurs, souvent, je suis frappé par la simplicité des rêves qu'ils ont en fait. Ils veulent avoir une vie simple, à l'abri, avoir leur maison, et en fait, des fois on leur dit mais pourquoi vous avez pas juste travaillé ou été à l'école pour l'obtenir? Parce que le cursus qu'on m'a proposé m'intéressait pas, parce que j'ai arrêté l'école, aujourd'hui je le regrette et tout. En fait, on se rend compte que ils essayent souvent d'avoir par des moyens détournés des choses qu'ils n'ont pas pu obtenir en fait par la voie entre guillemets loyale pour X ou Y raison. Encore une fois, pour moi, il s'agit pas de leur trouver des excuses, c'est pas mon rôle en fait. Mais on se rend compte que si on avait maintenu une ou plusieurs personnes un peu plus à l'école, si on leur avait permis de s'épanouir et de trouver un job, je vous assure qu'on les trouverait pas au tribunal. Il y a un documentaire que j'ai vu sur les prisons américaines et qui montrait que l'absence du père, souvent, était un élément commun à toutes ces personnes qui sont, enfin souvent des hommes du coup, qu'on retrouve en prison. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous voyez, l'absence du père, ou pas du tout? Les cellules familiales, elles sont souvent complexes. Il y a souvent, soit ils ont été élevés, alors on leur donne pas tout le temps, on n'a pas tout le temps d'informations, mais il est vrai que il y a rarement des prévenus qui ont 2 parents à la maison qui travaillent, clairement. Ça, voilà. Donc rarement aussi 2 parents avec présents à la maison. Les rôles des mamans jouent un rôle important, sauf qu'elles sont parfois aussi souvent dépassées et sans activité aussi. Exactement. Mais oui, alors j'ai pas de stats dessus, où il s'agit pas pour moi de faire une généralité, mais par contre ce qui est vrai, c'est que j'ai rarement dans les prévenus des gens qui ont des cellules familiales totalement structurées avec 2 parents qui travaillent. Et par ailleurs, on parle des mamans, mais c'est vrai que quand on est une mère célibataire, qu'on doit s'occuper d'un ou plusieurs enfants, bah souvent, comme c'est des personnes qui sont pas très bien loties, en général, elles ont plusieurs jobs. Ouais. Et donc, par définition, elles ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est très compliqué. Bien sûr. Et puis à la réponse aussi, qu'est-ce que vous faites dehors? On nous arrive de poser à des prévenus. Un jour, un prévenu m'a coupé l'herbe sous le pied. Je vous avoue que j'ai pas pu répondre, j'ai pas su quoi répondre. J'ai trouvé que c'était très juste et très fort ce qu'il m'avait répondu. Je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous faites dehors, monsieur? Il avait 18 ans à peine. Le soir à 22h, il dit, on est 6 à la maison, on vit dans 40 mètres carrés, il n'y a pas de place chez moi en haut, donc je suis en bas. Voilà. Et alors, bien sûr, certains vous diront, mais pourquoi ils sont 6 en haut? Pourquoi les parents et tout? Il n'empêche que il n'y a pas de place chez lui. Il n'y a pas de place pour lui chez lui, donc il traîne en bas. Voilà. C'est basique, hein, à la fin de la journée. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces discours sur l'insécurité en France?
quand j'ai l'impression que moi, j'ai pas l'impression que ça, enfin, je trouve ça étrange disons la proportion de discours sur l'insécurité versus la réalité de la sécurité en France. Enfin, mais c'est mon sentiment, non, peut-être que je me trompe. Moi, si vous voulez, je pense pas être la personne la mieux placée, puisque moi, quotidiennement, je suis juge au pénal, donc je juge quotidiennement ce qui se passe comme délit, et parfois comme délit flagrant, donc moi, si vous voulez, je baigne dedans quotidiennement. Et ce que je vous dirais, c'est que quand en fait, nous, on est saisi au tribunal, je sais pas si je vais réussir à exprimer ça vraiment de la manière la plus fine que mais en fait, quand nous, on est saisi, si vous voulez, j'allais vous dire, le verre est déjà dans le fruit, en fait. C'est-à-dire que le mal est déjà commis, en fait. Nous, on est saisi pour juger ça. Oui, bien sûr. Le rôle d'un juge, c'est pas de revenir en amont et d'empêcher le crime, en fait, ou le délit. Nous, en fait, on est saisi de ça. La question, c'est, est-ce que c'est la personne et qu'est-ce que ça vaut? Il est là, le rôle d'un juge. Il faut pas se tromper. Après, on peut critiquer ou pas en disant c'est pas assez, c'est trop, et tout. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Moi, je dis aux gens, venez au tribunal, venez à la cour d'assises, venez vous faire votre propre opinion. Moi, je vous retournerai la question en vous disant, mais sur qui repose la responsabilité de faire en sorte peut-être qu'il y ait moins de délits, si c'est le cas, encore une fois, moins de délits et de moins de crimes. Voilà, je vous laisse avec cette question et je vous laisse vos auditeurs y répondre. Je suis pas sûr que ce soit à nous, en fait. Non, et je vais vous dire, voilà, tout simplement. Donc moi, il me revient pas moi, c'est mon rôle, c'est de faire mon métier de juge. Non, mais t'as conscience, ça peut pas être le rôle du juge de faire réduire l'insécurité, sauf à dire il faut mettre tout le monde en prison, ce qui n'a aucun sens. Et par ailleurs, c'est ce qu'on fait beaucoup trop. Par ailleurs, c'est ce qui, je pense que il y a beaucoup, il y a déjà, enfin, comment dire ça, les chiffres sur la surpopulation et le quantum des peines montrent que la justice prononce les peines qu'il faut prononcer, je pense. Est-ce que la solution serait pas de construire de nouvelles prisons? Ah si, sûrement. Bien sûr, oui, bien sûr. Ce qui est certain, c'est que pour accueillir des gens dans des conditions décentes, il va de soi que être cadre. En fait, il y a quelque chose qu'il faut rappeler aux gens, mais ça après, je pense vraiment que c'est une conception qu'on se fait de l'homme, en fait, de l'être humain. L'être humain, quel que soit ce qu'il a commis, ça reste un être humain, en fait, ça reste un homme, en fait. Et je pense que on mesure aussi l'état d'une démocratie à la façon dont on a aussi d'accueillir et de traiter ses détenus. Voilà, et de traiter ses détenus. Et je pense qu'il y a, je le dis, il n'y a pas de monstres en fait au tribunal ou en prison. Il y a des gens qui ont commis des choses monstrueuses. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il faut être en capacité de les accueillir, et je pense que c'est la meilleure réponse que puisse donner une démocratie. C'est à la violence parfois, et c'est vrai, à la violence parfois de ce qu'ont commis certains prévenus, certains accusés devant la cour d'assises. Et ben le système, il faut qu'il réponde en disant vous serez privé de liberté, parfois définitivement, mais dans des conditions qui respectent votre dignité, tout simplement. Est-ce que donc on voit bien que les juges, ils n'ont pas forcément un rôle dans l'insécurité. Est-ce que la justice, elle a un rôle dans l'égalité des chances, qui est le sujet du livre au final, hein. Ouais. Est-ce qu'elle a un rôle dans l'égalité des chances? Moi, je dirais que peut-être le rôle qu'elle peut avoir, si elle a le temps de le faire, c'est d'aller parler de son métier, aux plus jeunes, et d'aller leur dire que ces métiers-là, contrairement aux idées reçues, et contrairement peut-être à ce qu'il y a dans leur spectre et à toute la jeunesse, dans leur spectre de leur vie perso, et c'est de leur dire il y a ce métier-là aussi qui existe, qui est un beau métier, qui est un métier difficilement accessible parce qu'il est très sélectif, mais venez l'exercer aussi. Moi, je dirais que le rôle de la justice sur cette thématique-là, oui, c'est de le rendre plus accessible, peut-être, à une partie de la jeunesse. Et les quotas et tout ce genre de décisions, c'est pas à la justice de les prendre. Non, c'est pas à la justice de les prendre. Et de la même manière que moi, les sujets de discrimination positive, je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Moi, je pense il est jamais trop tard. Il faut essayer de retravailler plus en amont avec tout le monde, y compris surtout en province. Une moins mauvaise solution, on va dire. Ça dépend du but final ou de ce qu'on met à la fin. Mais moi, je pense que si c'est pour dire à des jeunes à la fin,
vous êtes devenu juge ou vous avez intégré telle école parce que vous faites partie du quota discrimination positive, avec un truc qui les suit après ad vitam aeternam, je pense que c'est une mauvaise idée. Avec sans doute aussi une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Exactement. Si ça se passe mal un jour, eh ben voilà, vous l'avez dit. Que vous êtes, on savait. Vous l'avez dit. Mais vous savez, c'est triste ce que je vais vous dire, mais c'est ce que je dis souvent à des amis. Je leur dis souvent, moi, ce qui m'obsède le plus et ce qui me stresse le plus, c'est le fait de me dire, faut vraiment, je traverse dans le passage piéton, quoi. Vraiment. Parce que si jamais un jour, je commettais une erreur ou un truc et tout, je suis sûr qu'on me tomberait dessus. Sûr et certain. Une question que j'avais envie de vous poser, que moi je me pose personnellement, et je pense que c'est une question que les personnes qui sont pas transclasses peuvent pas se poser parce que ça leur vient même pas à la tête. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé aujourd'hui? Dans le sens où on essaye d'intégrer des nouvelles classes sociales avec plein de codes qu'on connaît pas. En fait, je pense que je suis arrivé le jour où j'ai décidé. C'est pas tout le temps simple, mais je vais vous faire une réponse de Normand en fait. Je pense que je suis arrivé le jour où mon grand frère est parti et est décédé. Je pense vraiment. Il y a quelques années de ça, et à l'âge qui est le mien aujourd'hui, il est mort en dormant. Tout simplement, il s'est endormi un soir et il s'est pas réveillé le lendemain. Un de mes deux grands frères. Et je pense que ce jour-là, je suis arrivé en me disant, en fait, il faut que tu arrêtes de te poser 10 000 questions. Il faut que tu arrêtes de te poser 10 000 questions. La vie, elle est hyper courte. Voilà, regarde, déjà, pour moi, je suis arrivé le jour où j'ai intégré cette école, qui était vraiment un projet et à la fois de l'ambition, de l'orgueil aussi, et de la volonté aussi de dire que je pouvais le faire. Et je pense que les gens qui sont dans ma situation, qui ont grandi dans l'endroit où on a grandi avec les mêmes moyens et tout, je pense qu'ils comprennent de quoi je parle et eux, ils le savent. Je pense que je suis arrivé jour-là parce qu'il y a plus rien aujourd'hui qui m'impacte, où je me dis, il y a plus grave dans la vie, tout le temps. C'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, personne n'est mort, voilà. Et encore une fois, depuis 2021 jusqu'à maintenant, donc ce jour-là, aujourd'hui, il y a quand même des fois où on m'a proposé des postes importants et que j'ai décliné en me disant, j'ai pas les épaules. Voilà. Et je me suis dit, non, pas maintenant et tout ça. Et en y réfléchissant, alors, il y a eu parfois des trucs où j'avais pas envie. Et, voilà, où je pensais être plus utile ailleurs. Et je me dis que ce petit syndrome, il existe encore un petit peu, parce que je pense que d'autres auraient sauté sur le truc, et tant mieux pour eux. Et voilà. Mais globalement, oui. Je veux vous dire aujourd'hui, oui. C'est pas que je suis arrivé, c'est que, je me dis aujourd'hui, il y a plus grave dans la vie. Oui. C'est des privilèges de riches, quand même. Je comprends. Une question aussi que je me posais sur les institutions. Vous en avez parlé, de toute façon, on les critique de plus en plus, on les défie de plus en plus, on n'y croit plus vraiment aux institutions. Et donc la justice, de la même manière, rentre dans le lot des institutions. Et de manière assez intéressante, quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un qui est pas d'accord avec vous, et vous lui dites, tu crois dans les institutions, ils vont dire bah oui bien sûr, et que tu lui dis bah alors justement parce que les institutions en l'occurrence elles disent c'est ça, oui mais non. Et la question que je me pose c'est comment la justice pourrait, ou est-ce que c'est une décision politique, inverser justement la défiance qu'on lui met en face. Je pense vraiment que ça repose pas sur l'institution. Je pense que la justice elle fait tout ce qu'elle peut quotidiennement. Enfin je veux dire je peux pas demander à des magistrats de faire plus que ce qu'ils font là. Enfin, je veux dire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la manière dont on rend la justice, on compte pas nos heures, les gens ils le savent peut-être pas, mais ce qui est parfaitement normal. Moi, je suis très à l'aise et on est très content de ça, mais du lundi matin, 8h01 jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi suivant, 8h, en fait, on fonctionne en service public continu, en fait. Donc, il y a des gens au tribunal, il y a des gens qui assurent le service public, il y a des gens au téléphone qui répondent H24 au milieu de la nuit. Moi, il m'est arrivé je ne sais combien de fois, quand j'étais au parquet, d'aller au milieu de la nuit sur des scènes de crime et ça. Donc, je pense que c'est le discours, en fait. Je pense que c'est le discours quand vous répétez en permanence aux gens que la justice est laxiste, fait mal son travail, est sévère et politique et tout. Les gens, voilà, tout simplement, ils écoutent les médias, ils finissent par l'enregistrer dans leur disque dur et c'est comme ça. Mais vous savez, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que dans le meilleur des cas, mais vraiment le meilleur des cas, la justice, dans un procès, elle fait un satisfait, un mécontent. Mais dans le meilleur des cas, elle fait souvent deux mécontents. Parce que la personne va dire il n'a pas été assez condamné, la victime va dire j'ai pas été assez indemnisé, on m'a pas écouté, tout ça. Donc faut vraiment se satisfaire aussi et puis se rappeler aussi qu'on n'est pas un service public comme les autres. Un jour je discutais avec des élèves
dans un lycée, dans un collège à Stein, à côté du Clos Saint-Lazare. J'étais très content d'aller là-bas, et il y en a un qui me dit, je voyais déjà au fond de la classe, il y en avait qui me tourasaient, je voyais que c'était très tendu. Bon, il y en avait plein qui participaient, c'était hyper intéressant et tout. Et à un moment donné, il y en a un, il lève la main, il fait, monsieur, bon, tutoiement et tout ça, bon, je laisse. Classique. Je le remets, je le remets à sa place en disant, écoute, je te vous vois depuis tout à l'heure, tu pourrais juste me vous voyez toi aussi. Ok, si vous voulez et tout. Et il me dit, oubliez jamais un truc, c'est que votre rôle, c'est de mettre les gens en prison. Voilà. Donc rien que pour ça, moi, je peux pas être d'accord avec vous. Et donc du coup, il a fallu développer des trésors d'ingéniosité et de pédagogie pour lui expliquer qu'en fait, on vivait tous en démocratie, qu'en fait, si demain quelqu'un arrachait le sac de sa maman, la traînait sur plusieurs mètres, et que la personne se retrouvait arrêtée, traduit au tribunal, et qu'il était là, je pense qu'il serait satisfait et content de voir la justice peut-être incarcérer cette personne-là, parce que c'était la 3e ou 4e fois, ou même c'était parce que c'était la première fois, parce que c'était fait très grave, et parce que c'est ça le fonctionnement en démocratie. Et voilà. Et en fait, j'ai dû expliquer jusqu'à ce qu'il se retrouve comme ça, en me regardant avec des yeux ronds, en me disant ouais, ok, bon, si vous le dites et tout ça. Mais en fait, il y a tout un travail de pédagogie aussi qu'il faut faire aussi avec une partie de la jeunesse, parce que vous ne savez pas non plus ce qui se dit dans le foyer. Vous savez pas ce qui se dit chez les gens. Et en fait, je pense que parfois, le fait juste de faire son boulot correctement, essayer de le faire correctement, moi je trouve qu'il faut se satisfaire aussi de ces choses-là, tout simplement. Et je ne vous ai pas parlé encore, parce que vous avez fait beaucoup de mentions de cette association, la Courte Échelle, dont vous êtes le président. Ouais. Pour vous, c'est quoi le rôle des associations dans justement aider des jeunes qui viennent de milieux plus défavorisés, ou en tout cas qui sont minorés socialement, ça peut être aussi plus large. Et pourquoi on a encore besoin d'associations aujourd'hui alors que ça devrait être un rôle Moi, je rêverais de la fermer. Je vous dis honnêtement, de fermer mon asso. Enfin, je veux dire, j'ai fondé il y a 4 ans. Je suis aujourd'hui débordé par les demandes. Ce qui en dit long sur, on en revient finalement sur le début du podcast, la solitude et le manque de moyens. Elles vous répondent très simplement. Les assos aujourd'hui, indispensables, elles permettent de pallier tout ce qui est pas fait par le système, par le politique, par le service public. C'est triste, mais c'est comme ça. Des fois, je me dis, quand je vois ce qu'on a fait, vraiment, je suis fier de ça. Il y a, pour le coup, il y a peu de choses dont je suis fier, mais ça, je suis fier de ça. Et je suis très fier de ça, et parce que je sais ce que ça a changé, et puis je vois les retours. Mais je me dis, si elles n'existaient pas, ce pays irait beaucoup plus mal, en fait. Vraiment, le système, il irait beaucoup plus mal. Et vous savez, parfois, il y en a, même souvent, il y en a beaucoup qui critiquent les transfuges de classe, les discours et tout ça. Moi, on est venu me chercher un jour en me disant, ah, mais ton parcours, il est fou et tout, tu voudrais la raconter, tu voudrais en parler, ou je sais même pas que c'est susceptible d'intéresser les gens. Voilà. Et on me dit souvent, oui, mais vous restez dans votre truc et tout. En fait, l'asso, elle m'a donné la confirmation qu'il fallait en parler et réen parler, parce qu'en fait, il y a tellement, mais ça se chiffre en milliers d'étudiants dans notre boîte mail de l'asso qui nous ont écrit en disant, franchement, j'ai découvert tel parcours, tel truc et tout, et je me suis dit, tiens, franchement, pourquoi pas moi et tout ça. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je veux pas vous surcharger de travail, mais comment elle fonctionne, l'asso? Elle fonctionne de manière très simple. On a un site, une boîte mail, on nous envoie un mail, et nous, on prend la suite. Alors évidemment, après, il faut évidemment que vous soyez étudiant en droit, et que ça rentre dans les critères. La vérité, c'est qu'on est dans la réalité quasiment tout le monde aujourd'hui, même si je pense qu'il y en a qui nous écrivent et qui n'ont pas forcément besoin de nous. Mais grosso modo, vous nous exprimez le besoin dont vous avez, la chose dont vous avez besoin, de l'aide, un soutien, un stage, de l'aide pour préparer un concours et tout ça. Et nous, on fait appel à nos professionnels qui sont plus d'1 millier, et on voit qui peut venir vous aider, tout simplement. C'est quoi les plus grands mythes sur les juges aujourd'hui, selon vous, ou les magistrats? Les plus grands mythes sur les juges, je n'aurais jamais posé cette question. Je pense que le fait qu'on soit tous politisés, je pense que c'est un mythe, qu'on soit politisé. Je pense que c'est clairement un mythe. Qu'on soit laxiste, je pense que c'est clairement un mythe. C'est pas vrai, en fait. C'est pas une question de laxisme ou sévère. En fait, c'est une question de, vous avez un dossier, la question ensuite à 3, c'est qu'est-ce que ça vaut? Plus grand mythe, c'est qu'on travaille tout le temps. Alors, je vous ai répondu tout à l'heure en vous disant qu'on travaillait beaucoup en alternant et tout. C'est pas vrai. On a aussi une vie perso.
Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on manque d'humour? Je pense que c'est clairement un mythe. Je pense que les gens qui nous côtoient et qui viennent en stage avec nous et tout, ils se rendent compte qu'on est des gens normaux et qu'on rigole. Heureusement aussi qu'on rigole beaucoup entre nous. Qu'on n'est pas sympa. C'est un mythe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La majorité des collègues, ils sont sympas, ils sont normaux, quoi. Voilà. Et non, je pense que peut-être je dirais le plus grand mythe oui, non, si, ça c'est un mythe qu'on est dans le Tour d'Ivoire. C'est pas vrai dans le sens où je pense que les réalités sociales on les connaît et tout ça. Par contre, qu'on manque de diversité, ça c'est vrai. Voilà, et qu'on manque de représentation. Mais par contre, sur un Tour d'Ivoire, ça c'est un mythe, je pense. Je pense que quand vous êtes juge à Bobigny, juge à Créteil, à Nanterre, vous allez tous les jours en comparution immédiate, je pense que vous êtes confronté clairement à ce qui se fait de plus dur. Voilà, moi je dis souvent aux jeunes auditeurs, quoi, parfois qui se disent c'est dur, il y a des trucs qui sont durs et tout, je leur dis c'est vrai. Vous allez être confrontés très vite à la violence des hommes, vraiment, et on va vous demander d'y faire face et d'y répondre. Voilà. Et je pense que parfois il faut se souvenir aussi de pourquoi on le fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte. Ouvrir la porte, j'aimerais tout simplement, sans surprise, ouvrir la porte de l'école de la magistrature. Voilà. Et à tous les enfants, à tous les élèves, à tous les collégiens, à tous les lycéens, qui n'ont pas de magistrats, d'avocats dans leur entourage, à tous ceux qui viennent de provinces, d'universités éloignées, d'outre-mer, de métropole, qui viennent pas de fac parisienne, c'est à eux que j'aimerais ouvrir les portes de l'école nationale de la magistrature. Voilà. Et j'ai fait une petite référence à l'IA. C'est quelque chose qui vous fait peur en tant que magistrat? J'attends de voir. Non, non. Pour l'instant, parce que c'est encore très lointain. C'est vraiment très lointain. J'attends de voir. Je pense pas qu'on puisse remplacer. J'espère pas. Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère qu'on remplacera pas les juges, parfois même sur des petits contentieux, par une intelligence artificielle, parce que ça retirerait la part d'humanité, en fait, qu'il faut, et de justesse dans certaines décisions, en fait. En quoi elle est importante, cette part d'humanité? Elle est fondamentale, parce qu'en fait, pour juger les gens, il faut aimer les gens. Il faut s'intéresser à leur vie personnelle. Voilà. Tout simplement. Ce qu'un robot est incapable de faire. Parfait. Tout simplement. Parfait. Merci beaucoup, Youssef. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.